Bonjour, je suis Guillaume de Sardes, je suis chargé du développement du nouveau musée national de Monaco et je suis le commissaire de l'exposition Pasolini en clair-obscur qui se tient à la Villa Saubert qui est derrière moi, un des deux lieux dans lesquels nous organisons les expositions à Monaco. Il s'agit d'une villa Belle Époque construite dans un style qui rappelle celui de Garnier. Garnier, à la fois architecte de l'Opéra de Paris, mais aussi, comme vous le savez peut-être, du Casino de Monaco. Cette exposition a deux parties. La première partie est consacrée à Pasolini cinéaste, et notamment la manière dont il s'est inspiré des œuvres classiques, mais aussi de la peinture et de l'art de son temps pour créer ses films. Et la deuxième partie de l'exposition, symétriquement, montre comment, à son tour, il est devenu, pour les artistes contemporains, une source d'inspiration. Pier Paolo Pasolini était à la fois un poète, un romancier, un critique, un polémiste, mais aussi un réalisateur. Et c'est à ce Pasolini cinéaste que s'intéresse en particulier cette exposition. Pasolini se fait d'abord connaître comme poète, puis comme romancier. C'est à ce titre qu'il va collaborer à une vingtaine de scénarios. Ce sera son entrée, ses premiers contacts avec le milieu du cinéma. Il va notamment collaborer à l'écriture de la Dolce Vita. Il va faire 2 scènes pour Fellini et c'est Fellini qui va lui proposer de devenir réalisateur en lui proposant de produire un film. Ce film, ce sera Akatone qui sortira en 1961. Sans Fellini qui, au fur et à mesure du projet, de son évolution, va s'en désengager puisque la virtuosité de Fellini ne convient pas à Pasolini, qui est un réalisateur qui insiste davantage sur la dureté de la vie, son âpreté, qui va rechercher un style naturel. C'est quelqu'un qui a aimé les formes radicales, l'expérimentation. Il ne s'est jamais complu dans une forme de convention bourgeoise. Lui se définissait comme marxiste et je crois que les grandes amitiés de Pasolini et ses admirations, par exemple pour le poète Ezra Pound, montrent bien de quel côté il se situait. Il y a une partie de la vie de Pasolini qui est assez mal connue, qui est ses années de formation. Il a étudié à Bologne, il a étudié notamment l'histoire de l'art sous la direction de Roberto Longhi, le grand historien, spécialiste de la Renaissance, mais aussi de Caravage. Et c'est grâce à Longhi qu'il va acquérir cette connaissance de la peinture classique qui va lui servir, qui va mettre en œuvre dans ses films, notamment les premiers films qu'on appelle les films romains, qui sont Akatone en 61 et Mamma Roma en 62. L'amour de Caravage pour le peuple de Rome, qu'on retrouve par exemple dans un tableau comme celui-ci, on voit un garçon très incarné, très réel, presque plus vrai que nature, se retrouve chez Pasolini, puisque chez Pasolini, les acteurs ne sont, à de rares exceptions près, jamais des professionnels, mais des personnes qu'il va choisir dans la rue, à l'occasion presque de casting sauvages, qui jouent au fond leur propre rôle. Et ici, on voit la proximité, ce jeune garçon qui ressemble tout à fait au modèle de Caravage. Alors, ce qu'il faut comprendre de Pasolini, c'est qu'il n'a pas été formé au cinéma et qu'il a dû aller chercher dans un répertoire d'images qu'il connaissait, ici le Christ de Mantegna, avec ce raccourci très particulier, des modèles pour ses propres plans. Et ici, on va voir comment, par un mouvement de caméra relativement neuf pour l'époque, il va retrouver l'image de Mantegna. Vous voyez que la position est la même, ce raccourci très singulier, et puis ce visage tourné aussi légèrement vers la gauche. Dans les 2 premiers films de Pasolini, qu'on appelle les films romains, la ville de Rome est centrale, est très importante. Pasolini présente ses habitants, mais à la différence d'autres réalisateurs, c'est sa frange la plus pauvre qui va retenir son attention.
Dans le cas d'Emma Maroma, l'héroïne jouée par Anna Magnani est une ancienne prostituée qui essaie de recommencer une vie avec son fils et malheureusement elle n'y parviendra pas. Pasolini, comme je le disais, a fait ses études à Bologne, qui est la grande ville étudiante, la ville où a vécu aussi Morandi, qui était à ce moment-là le peintre le plus important de Bologne. Pasolini l'admirait beaucoup et on va trouver dans différents films que Pasolini a réalisés, auxquels il a collaboré, notamment la Dolce Vita de Fellini et à Catone, des allusions à Morandi, des allusions qui sont soit très précises, comme dans la Dolce Vita de Fellini, ou dans une scène qu'il a écrite à la demande du grand réalisateur italien, on peut voir le personnage de Marcello et de Steiner admirer un Morandi et le commenter. Le commenter d'ailleurs de manière très fine, et ces mots qui sont dits sont ceux de Pasolini. Dans Catone, la référence à Morandi est tout aussi réelle, mais elle est plus allusive, puisqu'il s'agit d'une scène très, très poétique de mon point de vue, où on voit le fils d'Acatone, donc il est le héros éponyme, jouer avec 3 bouteilles et réaliser de manière hasardeuse une composition qui rappelle celle de Morandi. Là on avance un peu dans le temps, on est en 64, l'Évangile selon saint Matthieu, qui est considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de Pasolini. C'est un film dans lequel il va être très respectueux des écritures, au sens où il aura pour but de ne pas ajouter une seule parole qui ne soit tirée de l'Évangile. Ce qui va donner à ce film une très grande modernité, notamment par le fait que, bien évidemment, les paroles du Christ ne sont rapportées qu'au moment où Matthieu le rencontre, et donc toute la jeunesse du Christ va être filmée dans un silence complet. Il n'y a pas de paroles. La scène du massacre des innocents, par exemple, se déroule en silence. Pour ce film, Pasolini va recourir à d'autres modèles que les modèles de Caravage, pour une raison simple, c'est que la gravité du sujet ne permettrait pas d'utiliser une esthétique trop sensuelle qui est celle de Caravage. Ces 2 modèles vont être le Greco, qui lui paraît être un peintre qui a trouvé une expression juste pour peindre le Christ, et puis Piero della Francesca, où là on a une de ses fresques qu'il va suivre scrupuleusement, notamment pour les costumes. On reconnaît ses coiffes extrêmement singulières, révélatrices, qui montrent à quel point il a scrupuleusement suivi la leçon de Piero pour son film. La Ricotta est un film court, qui dure une vingtaine de minutes, tourné en 63 par Pasolini, qui a une double mise en abîme, puisque dans ce film, on a l'histoire d'un réalisateur qui va mettre en scène la vie du Christ, ce que Pasolini fera l'année suivante avec l'Évangile, mais aussi un réalisateur qui utilise la peinture classique comme méthode de travail. Et donc on a ici un tableau vivant. Vous voyez que le réalisateur met en scène la mort du Christ, le moment de la déposition, en s'inspirant de ce très beau tableau, cette déposition de Pontormo de 1528. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est comment Pasolini va réutiliser ce procédé qui vient du monde du théâtre pour l'inclure dans son film et au fond faire un commentaire sur sa propre manière de travailler. Vous voyez Orson Welles qui joue au fond une sorte de double de Pasolini. Ce qu'on peut dire aussi de ce film, c'est que la place réservée à la peinture est très importante et qu'elle est toujours signifiée par le recours à la couleur. Le film est en noir et blanc. À quelques exceptions près, le moment où Pasolini fait allusion à la peinture. Ici, un détail qui fait penser au genre des tables dressées, caractéristiques de l'école du Nord, qui sont des natures mortes qui représentent des victuailles. Et là, ce fameux moment du tableau vivant, une restitution fidèle avec des acteurs qui ressemblent au modèle choisi par Pontormo, habillés de la même manière, et on retrouve la composition qui est exactement fidèle au tableau. Malheureusement, il était impossible d'emprunter ce tableau qui est
qui est situé dans une église, mais on a pu obtenir le prêt d'un très beau tableau, un Saint-Sébastien de Pontormo aussi, qui date de la même période. Ce tableau de Pontormo est, de mon point de vue, un chef-d'œuvre. Il est vraiment d'une objective très grande beauté, grande délicatesse. Il est intéressant dans la perspective de l'exposition puisqu'il est peint quasiment au même moment que la descente de croix et il est par ailleurs très proche dans son inspiration générale puisque la descente de croix est un tableau religieux. Et ici, vous avez, même si ce n'est pas manifeste, un tableau religieux également, puisqu'il s'agit d'un Saint-Sébastien, ce qui est indiqué par la flèche. Ce détail révélateur est tout à fait typique du maniérisme, ce courant pictural qui se situe entre la Renaissance et le baroque, et qui se caractérise par une mise légèrement en retrait de la thématique. C'est-à-dire que dans la descente de croix de Pontormo, vous avez une descente de croix sans croix, et ici vous avez un Saint-Sébastien qui n'est ni attaché à sa colonne, ni percé de flèche, mais qui se contente, dans un geste d'une grande délicatesse, de tenir une flèche qui nous indique le sens du tableau. Ce qu'on peut en dire aussi, c'est que ce tableau est probablement peint autour de 1530, légèrement après la descente de croix qui date de 1528. Dans ce cas-là, la date est documentée. Et ça, on peut le savoir pour une raison assez simple, c'est que le jeune garçon qui a servi de modèle pour ce Saint-Sébastien est le jeune garçon qui a également servi de modèle pour la figure du jeune homme qui porte le corps du Christ. Si vous confrontez les visages, vous voyez qu'il est le même. Peut-être a-t-il légèrement vieilli sur ce tableau, ce qui permet d'imaginer une datation autour de 1530. Ce tableau a une histoire particulière. Il est montré pour la première fois dans notre musée puisqu'il vient d'une collection privée. Il est resté dans une famille pendant plusieurs centaines d'années, une grande famille florentine. Il a été récemment racheté par une collectionneuse qui a bien voulu le prêter. Donc c'est la première fois que le public pourra voir ce chef-d'œuvre de Pontormo. Là, nous sommes dans la salle dédiée au dernier film de Pasolini, Salo, tourné en 1975, dont Pasolini va terminer le montage 2 jours avant d'être assassiné sur la plage d'Ostie. C'est un film où le rapport à la peinture de Pasolini est beaucoup plus libre que dans ses premiers films, mais néanmoins toujours aussi présent. C'est-à-dire que l'influence de la peinture est bien là, mais plus allusive. On a ici par exemple un très beau tableau de Ludovico Cardi qui présente une annonciation, et on sait tous que le propre des annonciations, c'est d'avoir l'archange Gabriel qui vient voir Marie, un lys à la main. Ce lys, c'est le symbole de la pureté de Marie. Ce détail, Pasolini va le reprendre dans une scène parodique de mariage, dans Salo, où les 4 libertins forcent 2 de leurs victimes à se marier, et les garçons d'honneur et les filles d'honneur qui sont nus les accompagnent en ayant également des lys à la main. Donc là, on voit très bien que le rapport à la peinture, plutôt la citation picturale, l'allusion, est bien présente, mais on n'est plus comme au début de la carrière de Pasolini dans une forme d'imitation, dans un palimpseste. Là, c'est plutôt un clin d'œil érudit, une signification supplémentaire qu'il apporte à son film. On retrouve ce type d'allusion à la peinture dans ce beau Saint-Sébastien de l'école de Caravage. Tableau assez rare dans sa composition puisque les Saint-Sébastien sont plutôt représentés d'ordinaire debout, attachés à une colonne. Là, ici, il vient d'être percé de flèches et il gît à terre. Et Pasolini va s'inspirer de ce type d'iconographie, de sensibilité, avec un modèle très sensuel, percé, lui, de balles dans Salo. C'est cette scène où un des aides récalcitrants, on peut dire, des 4 libertins, a une aventure. Il est surpris par les libertins qui lui tirent dessus, qui l'assassinent. Et il tombe comme ça dans une pose qui est très proche par sa sensualité, par le traitement de la lumière, notamment du clair-obscur, très proche de ce tableau. J'ai consacré une salle
dans l'exposition au film Théorème, qui permet de voir le rapport de Pasolini à la peinture de son temps, et notamment à Francis Bacon, qui était un peintre qu'il admirait beaucoup. Un autre peintre, un autre artiste trouvé grâce à ses yeux, c'est Fabio Mauri. Fabio Mauri était un ami de Pasolini de très longue date. Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient adolescents. D'ailleurs, la sœur de Fabio Mauri a été très amoureuse de Pasolini, ce qui a donné lieu à une correspondance qui est assez belle. Et les deux amis n'ont jamais cessé de s'entre-regarder, de se soutenir, de discuter. Fabio Mauri a exposé une première fois, et au moment où il a été exposé à Rome, c'est Pasolini qui a écrit le texte de présentation de l'exposition. En retour, Pasolini a proposé à Fabio Mauri dans Médée de jouer le rôle du roi Pélas, à qui Jason rapporte la toison d'or. C'est un passage à l'écran assez fugitif. Fabio Mauri n'est pas crédité au générique, mais il s'agit bien de lui. Et enfin, cette amitié très intense entre les deux hommes va trouver une expression très aboutie dans la performance de Fabio Mauri, qui s'appelle Intellectuel, dans laquelle Fabio Mauri a choisi de projeter sur le corps de Pasolini, sur sa chemise, le film L'Évangile selon saint Matthieu. C'était une manière pour lui d'insister sur l'importance de l'artiste dans la société, et notamment de sa responsabilité politique, de la responsabilité qu'il avait de ses propres œuvres. En projetant le film de Pasolini sur lui, c'était une manière de lui dire « Tu es l'auteur de ce film, tu en as la responsabilité, tu dois en assumer tout le poids ». On voit ici le dispositif de la performance tel qu'elle s'est déroulée en 1975, avec une série de photographies qui en témoignent, et on peut l'actionner pour voir ce qu'elle était exactement, cette performance. Avec le scénographe de l'exposition, Christophe Martin, nous avons décidé de réserver une surprise baroque en quelque sorte, aux visiteurs qui, en débouchant du grand escalier qui mène au premier étage, tombent sur cette œuvre de Kentridge, représente le corps de Pasolini. C'est un dessin qui est inspiré des photos de presse du cadavre de Pasolini qui ont été diffusées partout en Italie. Cette œuvre témoigne donc d'un projet ambitieux mené par Kentridge à Rome, sur les rives du Tibre, où il avait réalisé des pochoirs qui représentaient des grands événements de l'histoire de Rome. Ces pochoirs étaient appliqués contre la pierre noircie, qui était ensuite passée au Karcher. Elle retrouvait son blanc d'origine, et la partie protégée restait noire. Une fois le pochoir retiré, on avait donc une fresque comme ça qui se déroulait sur près de 500 mètres à Rome. Parmi tous les artistes que Pasolini a inspirés, il y a Marlène Dumas. Elle a réalisé ce double portrait de Pasolini et de sa mère. On peut constater une similitude, une promiscuité presque physique, qui est une manière, je pense, pour la peintre de rendre compte de la très grande complicité qui a existé entre Pasolini et sa mère jusqu'à la mort de Pasolini. Pasolini vivait à Rome avec elle, dans le même appartement, et elle s'occupait de lui comme on s'occupe d'un enfant. Elle continuait de lui faire à manger. Ils ont vraiment vécu sur ce modèle de famille italienne un peu traditionnelle, ce qui est amusant puisque ça contraste beaucoup avec la vie très libre que Pasolini pouvait mener par ailleurs. On connaît ses aventures, la manière dont il draguait les garçons, ses très nombreuses rencontres, y compris avec parfois des jeunes hommes qu'il payait. Et on avait en même temps, au revers de Pasolini, ce garçon aimant, vivant avec sa mère et la gardant auprès de lui jusqu'à la fin de sa vie. Cette vidéo, titrée « Un vide en chacune de mes intuitions », d'après un vers de Pasolini, réalisé par une jeune artiste, Regina Domina. C'est une commande
que le musée lui a passé. Et elle a réalisé cette vidéo à partir de l'Évangile selon saint Matthieu. La question qu'elle s'est posée, c'est qu'est-ce que serait aujourd'hui la Madone pasolinienne, à l'époque contemporaine? Quel type de personne elle serait? Et ce qui est frappant, ce qui l'a frappé en tout cas, c'est que dans le film de Pasolini, la Madone n'est pas représentée comme dans les tableaux de Raphaël, par exemple, somptueusement vêtue dans un palais, mais devant une petite maison de paysans et vêtue de manière très simple. Elle a transposé cette impression dans l'époque contemporaine, où la Madone devient une jeune femme d'un milieu social relativement défavorisé, un peu white trash, qui grandit, ou plutôt qui s'apprête à élever un enfant sans père. Et on retrouve beaucoup des éléments du film de Pasolini dans la vidéo de Regina, notamment le fait que la vidéo a été tournée dans les Pouilles, qui est le lieu de tournage de l'Évangile, mais aussi une forme de lyrisme, une forme de ressemblance parfois, même dans la composition des plans. On a vu tout à l'heure le personnage qui sortait d'un hangar qui rappelle l'arche qui se trouve au-dessus de la Vierge chez Pasolini. Et puis cette bande-son qu'on peut écouter, qui sont des vers de Pasolini, tirés de son recueil Poèmes en forme de rose, qui accompagne, comme une voix off, toute la vidéo, le déroulé des images. En fait, cette voix, c'est celle de Pasolini, dite par un jeune rappeur français. C'est un peu le symbole, la voix du père absent qui ne sera pas là pour élever son fils, mais qui néanmoins lui témoigne son amour. Parmi les vidéos que j'ai commandées à des artistes pour l'exposition, il y a cette vidéo d'Alain Fleischer qui s'appelle La Mère Fantôme, qui est une vidéo que je trouve poétique avec ce travelling un peu à la Ackerman, qu'Alain Fleischer a réalisé dans les quartiers de Rome où Pasolini a tourné Mama Roma. Et sur ces plans, il incruste le visage d'Anna Magnani. L'idée étant de faire sentir aux regardeurs qu'il y a une présence pasolinienne, aujourd'hui encore, 50 ans après sa mort. Pasolini et son œuvre sont toujours présents. Dans cette salle que j'ai consacrée à l'évocation de la mort de Pasolini, on a cette œuvre de l'artiste italien Francesco Vezzoli, que je trouve très, très délicate, très bien pensée aussi. Donc le portrait de Pasolini imprimé sur une toile d'écran cinématographique, et le mot fine qui renvoie à la fois à la fin du film, mais bien sûr à la fin de la vie de Pasolini, qui aura été une vie cinématographique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On retrouve aussi cette allusion faite au cinéma par ces bandes noires, ce cadre doré et ce détail caractéristique des œuvres de Vezzoli, brodé à même la toile, cette larme qui vient aboutir au i de Fine. C'est une manière, je trouve, assez élégante de synthétiser une fin qui aura été celle de Pasolini.